Je voudrais vous faire part d'un léger embarras. Nous sommes dans la période que vous savez. Au mois d'avril et de mai, il y a les événements que vous savez. Et j'avais assez logiquement l'envie de vous dire un certain nombre de choses à ce sujet, et en particulier à propos d'un personnage qui m'inspire beaucoup, qui est Emmanuel Macron, mais dont j'aurais voulu traiter le cas par, si vous voulez, par des angles incidents. Bon, et puis, il m'apparaît que nous nous trouvions ici, vous voyez, cette réunion, notre présence nous semble ici à quelque chose d'un peu lunaire aujourd'hui. Enfin, je serais presque tenté de dire absurde. Alors ça, évidemment, c'est les collisions fortuites de calendrier qui veulent ça, donc on n'y peut rien. Mais voilà, il s'est passé ce que vous savez à Aulnay. C'est un événement tout à fait considérable. Et en ce moment, oui, c'est à 18 h, je crois, il y a une manifestation à Ménilmontant. Alors, comme me le faisait observer à l'instant Louise Moulin, qui est dans la salle, qui a été l'une des chevilles ouvrières, enfin l'un des personnages les plus importants de Nuit debout, c'est moins bien que d'aller manifester à Aulnay directement, mais enfin, ça n'est quand même pas rien. Voilà. Et donc, je me vois en proie à ce que Spinoza appelait le flottement de l'âme, c'est-à-dire un même événement qui produit des affects contradictoires. Donc je suis évidemment très content d'être ici, et je remercie bien sûr le Théâtre du Rond-Point, et puis et spécialement Jean Daniel pour son invitation. Mais en même temps, j'aimerais beaucoup être à Ménilmontant. Alors, peut-être que nous y soyons tous. Quoi. Alors, n'étant pas doué du don d'ubiquité et les engagements ayant leur valeur morale, voilà, nous sommes ici. Mais quand même, il faut dire un mot. Il faut dire un mot à ce sujet. Même plusieurs. Bon, moi, si vous voulez, c'est quand même un peu vertigineux tout ça. D'abord, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne énormément, c'est la tolérance des populations des quartiers. Et quand je dis tolérance, il ne faut pas l'entendre en un sens moral, il faut quasiment l'entendre au sens de la résistance des matériaux, la capacité à encaisser, vous voyez. C'est tout à fait étonnant. Quand on lit des articles ou des reportages... J'en ai lu un il n'y a pas longtemps encore. On voit à quel point les normes de ce qui est acceptable se sont déplacées, et en tout cas sont dans ces quartiers-là vertigineusement différentes des nôtres. Enfin, je veux dire, des populations comme les nôtres, bourgeoises, urbaines, etc., ne toléreraient pas le 10e, peut-être même le 100e de ce que les jeunes des banlieues encaissent quotidiennement. Et puis, il y a eu cette marche à Aulnay, impressionnante de dignité. C'était hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Hier. Bon. Et cette marche... ai-je lu, a été marqué par le fait que la Marseillaise a été entonnée. Et si vous voulez, moi, c'est un détail que je trouve pathétique, mais au sens littéral du terme. Ça donne presque envie de pleurer, quoi. Imaginez-vous que un gosse de bourgeois se fasse agresser... Enfin, quand je dis agresser, violer, parce que oui, c'est ça. Vous savez, sur France Inter, aujourd'hui, on entendait qu'il s'était agi d'une arrestation un peu musclée. Sur France Info, ça avait été une arrestation brutale. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux dire, c'est d'un viol. C'est quand même pas la même chose, tout de même. Bon, voilà. Alors, imaginez qu'un gosse des beaux quartiers soit l'objet de ce genre de traitement. Et bon, c'est une expérience de pensée à laquelle je vous convie, mais quand même, la population du 16e arrondissement descend dans la rue pour protester contre les violences policières faites aux gosses de riches. Il n'y a pas un moment où ces gens-là éprouveraient le besoin de se mettre à chanter la Marseillaise. Vous comprenez ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il y a
dans les banlieues des populations auxquelles des ordures racistes s'emploient depuis des années à faire savoir qu'elles ne sont pas françaises, qu'elles ne le seront jamais, quand bien même tous leurs papiers sont en règle, qu'elles ne le seront jamais, et que c'est même pas la peine d'essayer. Ils pourront chanter la Marseillaise après que l'un de leurs fils ait été mis à mort par la police. Ils pourront faire le trajet d'Aulnay à la tombe du soldat inconnu sur les genoux, ça ne suffira toujours pas. Car c'est ça qui a été posé dès le début, et qui ne sera jamais dit, évidemment. C'est que rien ne suffira jamais. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ça ne sera jamais assez. Et là-dedans, si vous voulez, dans cette perspective, il y a quelque chose de littéralement odieux. Bon. La deuxième chose, c'est la police. Alors voilà, maintenant, je pense qu'il y a lieu de se poser la question suivante. La police française est-elle dans un devenir fasciste? Bon, alors on sait qu'il y a la moitié de ses effectifs, paraît-il, qui votent pour le Front National. C'est déjà une indication. Mais en réalité, on n'a même pas besoin de ça. Le niveau de violence qui a été déployé par la police ces dernières années sous le gouvernement d'une gauche dont il va falloir bientôt se demander également si elle n'est pas elle-même fascistoïde. Ce niveau de violence est proprement inouï. Tous ceux qui ont été dans les manifestations contre la loi El Khomri le savent d'expérience. Des syndicalistes blanchis sous le harnois vous disent n'avoir jamais expérimenté, n'avoir jamais vécu des brutalités pareilles. Et des niveaux de violence dont les formes, les modalités ne sont ni accidentelles, ni fortuites. Enfin, je veux dire, ce sont des stratégies proprement délibérées. Et puis voilà que la mortalité de fourgon, elle aussi, semble connaître un pic inquiétant. Enfin, il y a eu Adama Traoré cet été, il y a le jeune Théo aujourd'hui. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et tout ceci, une fois encore, se produit sous l'autorité d'un gouvernement dit socialiste, vous voyez, au terme d'un quinquennat qui aura été extraordinaire à tous égards. On pressentait, on savait en réalité depuis longtemps à quel point ce socialisme-là était de droite, s'était abandonné au néolibéralisme. Pour un peu, il aurait presque réussi à nous surprendre, hein, même pendant ce quinquennat-là. Il est vraiment allé plus loin que les plus pessimistes ne pouvaient l'imaginer. On peut tenir à raison que Hollande aura fait des choses que Sarkozy élu n'aurait pas osé faire. Mais nous découvrons maintenant que cette gauche néolibérale est également une gauche autoritaire et d'un autoritarisme extrêmement inquiétant, enfin d'un autoritarisme dont, je le redis, il va falloir se demander, hein, ce sont des questions hein, qui sont ouvertes, un autoritarisme dont il va falloir se demander s'il n'est pas lui aussi proto-fasciste. Je veux dire, quand on a cette gauche identitaire, autoritaire, enveloppée comme il se doit dans les habits d'un républicanisme entièrement frelaté, dont elle se fait un caparaçon pour mieux s'adonner à ses passions troubles, cette gauche qui nous aura fait l'état d'urgence, c'est-à-dire un régime d'exception permanente, bien sûr. Cette gauche qui aura envisagé sans ciller la déchéance de la nationalité. Écoutez, il y a quand même des questions, étonnantes à se poser. Au demeurant, ce qui est un peu affligeant, je dois le dire, c'est que nous sommes conduits à l'histoire nous condamne à redécouvrir régulièrement des enseignements qu'on croyait acquis de longue date. Je veux dire que la social-démocratie puisse verser dans l'autoritarisme le plus violent, le plus politiquement brutal, c'est quand même une leçon qui a été acquise de très longue date. Je veux dire, depuis Thiers, qui dirige les Versaillais, en passant par l'Allemagne, où Hébert et les corps francs de Nosk
au nom du SPD allemand, réprime la révolution spartakiste, jusqu'à, forme plus atténuée, un Guy Mollet de la 4ème République, ce sont des événements dont la récurrence devrait nous conduire à mettre une ou deux idées l'une derrière l'autre. Et il semble que la Syrie se soit donné un nouveau point, une nouvelle occurrence, avec le gouvernement Valls-Hollande. Donc il y a quand même de quoi être un peu effaré. Et puis alors, comme toujours, hein, au milieu de la pire des déconfitures, il y a par-ci par-là quelques lueurs d'espoir qu'il faut essayer de ne pas manquer. Alors il y en a une à laquelle j'ai déjà eu l'occasion de rendre l'hommage qu'elle méritait, mais moi toutes ces choses, hein, finalement, je ne les apprends dans leurs détails, évidemment que par Internet. Il ne faut pas compter sur les médias dominants pour nous donner des vues tout à fait complètes quand même sur ce genre de choses, quoique pour cette fois, j'ai l'impression que c'est moins pire qu'à propos de Traoré, par exemple. Je les suis en particulier sur le site de cette agence, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui est Taranis. Hein, ce groupe de journalistes qui va au plus près de la violence policière pour nous en rendre compte, c'est-à-dire pour faire ce que tous les médias devraient faire systématiquement, qui nous montre par exemple cette image tout à fait vertigineuse hein, de CRS ou de gendarmes mobiles, je ne sais pas, avec un fusil de tireur d'élite, à Aulnay, vous voyez. Nous avons appris que des tirs à balles réelles avaient eu lieu, de sommation, mais enfin bon, je veux dire, que les forces de l'ordre commencent à sortir les pistolets pour en faire usage contre les populations. Je ne vois pas ce qui, très honnêtement, ce qui peut justifier des choses pareilles. On sait que l'arsenal policier est suffisamment complet pour éborgner sans avoir besoin de tirer à balles réelles. Non, tout ça est proprement... nous vivons un moment proprement hallucinant. Donc voilà, alors il y a des gens qui font le travail d'une démocratie défaillante et Taranis peut être compté au nombre de ces proto-institutions démocratiques qui essayent de faire leur chemin dans les interstices. Raison pour laquelle, sans doute, Gaspard Glanz est, comme vous le savez sans doute, l'objet de tous les harcèlements administratifs et judiciaires, contrôle judiciaire, contrôle policier, etc. etc. C'est donc qu'il a à dire et à montrer des choses dont les pouvoirs ne voudraient pas qu'on les montre ni qu'on les dise. Bon, voilà un point d'acquis. Bon, je voulais commencer par dire tout ceci parce que... ça pèse quand même énormément, n'est-ce pas, sur l'ambiance de la période. Et puis, ceci étant dit, si vous voulez, on peut rentrer dans le vif du sujet, ou bien continuer sur celui-là, ou venir à d'autres questions. Moi, j'avais pas l'intention de faire un exposé ex cathedra très long, et donc je serais assez tenté de vous rendre la parole tout de suite.